Il s'agit vraiment d'une période passionnante dans ma vie. Il y a un mois, j'ai réalisé mon premier rêve, à savoir de participer à une conférence internationale à laquelle participait un écrivain de nouvelles au Canada. Alors, j'ai initié cette conférence, je l'ai menée, et cette conférence sur les Sonderkommando était mon deuxième rêve. Mais dans ce cas, je n'ai rien dû faire. Philippe, Frédéric, vous avez initié cette conférence et je vous en remercie. Et mon troisième rêve aura lieu au mois de novembre prochain à Cologne, en Allemagne. J'inaugurerai l'exposition avec Peter Seba sur l'autre planète, la topographie de Auschwitz et les anciens quartiers de la Gestapo à Cologne. Voilà une brève introduction que je voulais faire avant d'aborder mon sujet. Au cours de mes 30 dernières années, je me suis consacrée au sujet je me suis concentrée au sujet des Sonderkommando. J'ai fait de la recherche, personne ne me l'avait demandé, personne ne me l'a autorisé ou m'a forcé à m'investir pour traiter justement de ce sujet peut-être le plus déprimant qui existe. Je l'ai fait volontairement. C'était un projet de sauvetage en ce qui me concerne. Je voulais sauver pour les générations futures les témoignages uniques de ces personnes qui ont travaillé comme esclaves dans l'usine de la mort. Donc, j'ai voulu en fait mettre à la lumière du jour les témoignages des derniers détails que les Allemands voulaient cacher. C'était une bataille contre le temps parce que je voulais en fait récolter ces témoignages avant que les derniers survivants des Sonderkommando ne meurent. J'étais heureux. 31 personnes dans le monde entier sur 4 continents, les derniers survivants des équipes de crématoire à Birkenau, ont ouvert leurs portes, leur cœur et m'ont raconté leur histoire. Bon nombre de personnes, y compris certains de mes collègues, m'ont dit qu'après 2 ou 3 pages, ils ont dû arrêter. La plupart des personnes interviewées sont mortes maintenant. La personne que vous avez vue à l'écran l'est, mais leur histoire subsistera à jamais. Sur les 31 personnes ayant fait l'objet de Sonderkommando, je voudrais me consacrer à 2 d'entre eux, Robert Rosblom, d'origine polonaise, qui a vécu à Israël, et puis Rob Konkanen, qui vivait également en Israël et qui venait de Thessalonique. Alors, une donc travaillait dans la salle de déshabillage et l'autre était le dit dentiste. Le seul survivant qui a refusé d'être interviewé vivait à Mannheim, en Allemagne. Ceci ne vous surprendra peut-être pas. Alors, ce qui était au centre de ma recherche était la question de l'authenticité de la recherche historique et de tous les témoignages oraux. L'histoire est divisée en ce qui concerne l'évaluation et l'appréciation des témoignages des survivants des Holocaustes. En ce qui concerne cette question, les limites de la mémoire, de l'objectivité sont bien sûr essentielles. Après avoir interviewé des centaines de survivants, je ne peux que conclure que l'Holocauste ne pourra jamais être décrit et compris sans ces témoignages oraux. Les témoignages personnels ne peuvent en aucun cas être remplacés. Les documents allemands ne contiennent pas les informations ni l'atmosphère, le climat, les sentiments
que l'on retrouve dans les témoignages individuels. Alors, ma conclusion est la suivante. J'étais et je reste donc convaincu des témoignages oraux et les interviews que j'ai effectuées sont une contribution précieuse qui devrait nous permettre de mieux comprendre l'usine de la mort de Birkenau et la Shoah d'une façon générale. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce projet historique qui a 30 ans. Je voudrais vous présenter les choses de façon rétrospective. Je voudrais vous dire quels sont les enseignements que l'on peut tirer de la recherche. Dans quelle mesure est-ce que cela contribue à nos connaissances sur Auschwitz, sur la solution finale, sur la Shoah? Que peut-on tirer de ces centaines de pages de témoignages des survivants des Sonderkommando? Ma recherche avait pour objectif de se concentrer sur deux domaines. D'abord, les données techniques qui concernaient plutôt l'extermination dans les chambres à gaz, mais également la vie intérieure des membres des Sonderkommando dans leurs baraques. Et j'ai résumé les résultats et les fruits de ma recherche en 12 points. Tout d'abord, premier point à mentionner. Je voudrais citer une phrase inclue dans Les naufragés et les rescapés, un des livres les plus importants de Primo Levi. Ça a été mentionné par bon nombre de participants déjà. Et donc, j'avais décidé de ne plus mentionner Primo Levi. Mais je dois en fait revenir sur ma décision parce que cette phrase est particulièrement importante. Inventer l'idée des Sonderkommando et organiser et créer ces unités est le pire des crimes du socialisme national. En effet, forcer les Juifs à travailler dans un endroit où des millions de Juifs sont cruellement assassinés par du gaz empoisonné, c'est le pire des crimes perpétrés par les Allemands. La recherche expose donc, met en lumière la soif de tuer des Allemands, leur sadisme, leur brutalité, leur agression, leur joie à éliminer, à pouvoir éliminer les plus grands ennemis de l'Allemagne et de l'humanité, à savoir les Juifs. Deuxièmement, la deuxième contribution de cette recherche, ce sont les données claires, détaillées, réalistes à propos de l'industrie de la mort qui caractérise l'usine de la mort d'Auschwitz. Nos connaissances sur la machine d'extermination à l'échelle industrielle de Auschwitz-Birkenau pourraient être limitées si on était passé à côté des souvenirs des survivants des Sonderkommando. Certaines de ces personnes ont travaillé là plus d'1 an, d'autres même plus de 2 ans. Ils ont tout vu. Ils ont été le témoin de tout, le jour comme la nuit. En général, ils étaient dans une partie permanente, donc dans un poste permanent, pardon, de la ligne, soit donc dans la salle de déshabillage, soit dans les halls des fours près des corps. Et parfois, on leur demandait de changer d'endroit, de remplacer un camarade qui était malade ou alors un camarade qui avait été tué. Cela veut dire que chacun d'entre eux a tout vu dans le cadre de l'industrie de la mort à Auschwitz. Les sources allemandes qui sont disponibles sont très limitées et l'information dont nous disposons à propos des sources juives sont essentielles pour avoir une idée globale de la situation. Les témoignages des survivants des Sonderkommando nous donnent ces informations uniques dont nous avons besoin. Alors j'ai essayé d'entrer dans tous les détails de ces témoignages et parfois je dois dire que ce fut douloureux, ce fut délicat et parfois même embarrassant. Mais je n'ai pas abandonné. Dans l'histoire, et en particulier dans l'histoire d'un crime tel que celui-là, les détails ont un certain poids, une importance. Les surveillants parfois répugnaient à parler, ils ont essayé de changer de sujet, ils ont essayé de fuir, mais je ne les laissais
pas fuir. Je savais combien cette information était importante et donc j'insistais, même si je m'excusais auprès d'eux. Troisième point. Cette recherche nous a permis de réaliser la déception, la fraude et la trahison des Allemands, qui faisaient partie intégrante des crimes perpétrés et qui faisaient partie intégrante aussi de la solution finale. Nous avons un répertoire des Allemands qui nous montre comment, en fait, ils piégeaient les Juifs. Tout exercice donc avait pour objectif de limiter la prise de conscience des Juifs. Et je dirais que la trahison commençait déjà avant la déportation, puisqu'on leur donnait de mauvaises informations quant à la destination de la déportation, l'objectif du voyage. On ne parlait pas non plus de la nature réelle des camps, de l'intention à la base de la sélection. Et juste avant d'entrer dans la salle de déshabillage, personne ne parlait de la mort qui les attendait. Au contraire, tout était fait pour accroître donc l'illusion des victimes, pour les rassurer, pour créer une atmosphère pacifique qui n'était pas menaçante. Alors, les survivants ont décrit ces tactiques dans tous les détails. La déception, la méthode des politiques suivies par le socialisme national est arrivée à son sommet dans les camps d'extermination. Et grâce aux témoignages des survivants, nous pouvons bien comprendre la dimension de ce qui s'est passé. Je voudrais en arriver à la cinquième conclusion. L'objectif de notre recherche était en fait de confirmer l'authenticité et la précision des rouleaux d'Auschwitz. Ces écrits clandestins qui avaient été écrits par les membres des Sonderkommando qui contenaient toute une série d'informations sur les meurtres perpétrés par les Allemands, sur leur cruauté, leur méthode frauduleuse, la naïveté des victimes ou encore ce que ressentaient les membres des Sonderkommando, leur solidarité, leur rivalité, leurs espoirs, leurs désespoirs. La similarité entre les derniers interviews et les documents écrits est assez claire et cela montre que les auteurs des rouleaux d'Auschwitz étaient de véritables chronologistes en fait de leur époque et donnaient vraiment tous des détails réalistes sur l'usine de la mort. Tous les auteurs de ces rouleaux d'Auschwitz sont morts maintenant, donc on ne peut plus vérifier les données incluses dans leur texte ou leur poser des questions. J'insiste sur le fait que les rouleaux qui ont été publiés dans toute une série de langues, et récemment, en fait, j'ai participé à l'édition d'une nouvelle édition, à la publication d'une nouvelle édition des écrits de Gradowski, sont en fait des sources importantes sur Auschwitz et la solution finale. Sixième point, la recherche sur les Sonderkommando nous permet de mieux comprendre, de mieux connaître le comportement, les réactions humaines et des autres groupes de prisonniers à Auschwitz-Birkenau. Nous avons ainsi des informations détaillées sur les Polonais à Auschwitz, sur leur attitude à l'égard des Juifs, sur les Gitans, les Sinti, les Roms, leur comportement aussi à l'égard des Juifs et sur d'autres groupes de prisonniers dans les camps. Une question très intéressante est par exemple le rapport entre le siège juif du Sonderkommando et le siège du Kampfgruppe, du groupe de combat international. J'en arrive à mon septième point. La recherche donne une image très claire des dernières minutes vécues par les Juifs juste avant leur mort. En fait, aucun des Juifs condamnés à mort n'a pu quitter un crématoire vivant. Personne n'a quitté cette zone de la mort intacte. Les survivants m'ont raconté plusieurs histoires.
sur le comportement des Juifs condamnés à mort, un comportement qui était très digne. Et les informations montrent très clairement que les Juifs restaient très dignes juste avant la mort. Ils ne demandaient rien à leurs meurtriers. Ils étaient prêts à accepter la réalité sans demander une faveur, quelle qu'elle soit, aux Allemands. Ils n'ont absolument pas trahi leur religion, leur tradition. Ils sont tout à fait restés loyaux à l'égard de leurs principes nationaux et moraux. Les témoignages des survivants des Sonderkommando sont essentiels si l'on veut reconstruire les dernières minutes vécues juste avant l'empoisonnement par au cyclone B dans les chambres à gaz. Les Sonderkommando pouvaient entendre les cris des Juifs qui suffoquaient, donc juste après que le gaz ait été infiltré dans les chambres. On entendait des cris, des prières telles que Shema Israël. Donc ce sont des preuves importantes sur des réactions humaines. Les personnes réalisant que finalement il ne s'agissait que de mensonges, de déceptions, d'illusions. La recherche montre également ce que ressentaient les membres des Sonderkommando, ce qu'ils faisaient au moment de leur loisir, ce qu'ils faisaient en dehors de leur travail, leur façon de négocier avec les SS, leur relation avec ou leur rapport avec les Juifs grecs, leur rapport avec d'autres prisonniers du camp et y compris d'abord la façon dont ils abordaient certains aspects problématiques liés au comportement des membres des Sonderkommando. Tout cela est repris dans les rouleaux d'Auschwitz et les témoignages mettent tout cela en lumière. Huitième point, la recherche met en lumière un aspect très important que l'on ne retrouve dans aucune autre source. La personnalité des SS qui travaillaient dans les chambres à gaz, leur caractère, leur hobby personnel, leur sadisme, leur brutalité, leur agression et même parfois leur sens de l'humeur, enfin l'humour, une certaine forme d'humour toutefois. Leur façon de réagir. Automol est un nom souvent mentionné, le directeur du crématoire, mais ce n'était pas le seul. Certains donc se repris par leur surnom parce que les membres des Sonderkommando ne connaissaient pas leur vrai nom. Moll, la personne peut-être la plus cruelle du monde, représente le socialisme, le national-socialisme, pardon. J'en arrive à ma 9e conclusion. La recherche met en lumière les problèmes liés aux organisations clandestines dans les camps d'extermination. Plusieurs éléments sont communs, même si les religions sont différentes, si on a affaire à bon nombre d'égos et parfois aussi d'un manque de solidarité. Les problèmes que j'ai mentionnés font que parfois il était plus facile pour les Allemands de s'imposer. 10e point. La recherche nous permet de mieux comprendre le soulèvement donc de 1944, la période de préparation, les dilemmes auxquels ils étaient confrontés, la coopération problématique avec le mouvement clandestin polonais dans le camp, la participation des prisonniers soviétiques, mais bon nombre d'autres aspects également. Point 11. La recherche est unique. Elle permet de voir l'âme de l'être humain dans des situations extrêmes.
la profession de Sonderkommando était vraiment ultime, une situation ultime pour l'humanité. Il n'y a pas d'autres expériences humaines qui existent. C'est la seule expérience humaine de ce style. La recherche montre clairement que les Sonderkommando n'étaient pas collaborateurs, et j'insiste sur ce point. Il ne s'agissait pas de collaborateurs, il ne s'agissait pas de tueurs, de criminels. La recherche montre que les participants sont à présenter de la façon suivante. D'un côté, les Allemands, les tueurs, et d'autre part, les victimes. Et parmi les victimes, les Sonderkommando. Ce sont les victimes des victimes. Les témoignages des Sonderkommando nous ont appris énormément sur leurs efforts à faciliter la vie des Juifs au cours des derniers instants. Ils ont tout fait pour améliorer leurs derniers instants. Parfois en ne leur disant pas la vérité, mais en leur octroyant quelques bons derniers instants. Je suis également convaincu du fait que les membres du Sonderkommando ne peuvent pas être inclus dans le groupe qu'on appelle en allemand les fonctionnaires comme Blockälteste, Capo, Blockschreiber, etc. Eux font partie d'une catégorie tout à fait particulière et spéciale. Leur position, leurs conditions étaient uniques et ne sauraient être comparées à d'autres fonctions dans le camp. Et pour souligner encore une fois le fait, les tueurs, les assassins, c'était toujours les Allemands. Les cristaux de Zyklon B étaient apportés par les Allemands, sans exception. Et les prisonniers ont dit, nous étions les robots, les machines ou la mécanique vivante. Et nous avons fait en quelque sorte le travail au noir de l'Holocauste. Quant aux deux derniers points qui constituent donc la conclusion de ma recherche, eh bien, la recherche précisément est une arme très puissante contre le déni de la véracité de l'Holocauste et notamment pour donc boucher le coin à David Heering qui a nié l'existence même du camp d'Auschwitz et des Sonderkommando. Maintenant, j'en arrive au dernier point. Nous sommes redevables de ces informations détaillées sur les personnes juives assassinées, hommes, femmes et enfants, dans les chambres à gaz. Il n'y a pas uniquement eu que les personnes juives, mais aussi des Polonais, des Sinti, des Romas et des prisonniers de guerre soviétiques. Les Juifs éliminés ainsi que les autres ne voulaient pas mourir de manière anonyme, mais voulaient sans doute que nous sachions comment ils avaient été induits en erreur, trompés et envoyés sur le lieu de leur supplice. Et les témoignages nous ont fourni ces informations.